France Culture, bienvenue au club. Sébastien Thème. Bonjour à toutes et à tous, l'invité de Bienvenue au Club aujourd'hui se joue de la scène et joue sur scène avec des mythologies cinématographiques ou simplement inspirées par le cycle de la vie. Et jouer, il sait faire, ce plasticien, scénographe et directeur de théâtre, et les taupes qu'il a dirigées au plateau ne me contrediront pas. Dans le cadre du festival d'automne, il regarde la mort droit dans les yeux, rêve à un monde meilleur au-delà de notre planète et chante la terre comme Mahler et fait un malheur. Cosmique, fantasmagorique ou tellurique, un théâtre dans lequel ses acteurs et actrices bougent et vivent, pas du tout figés, contrairement aux petits animaux de la pièce de Tennessee Williams, La Ménagerie de verre. Bonjour Philippe Ken. Bonjour. Vous venez nous présenter deux pièces à voir donc dans le cadre du festival d'automne, Fantasmagoria jusqu'à dimanche au Centre Pompidou à Paris. Et puis le 9 et 10 novembre au Châtelet à Paris également, ce sera le Chant de la Terre, un opéra de Gustave Mahler. J'évoquais en introduction le goût du jeu chez vous, dans votre théâtre, certainement peut-être aussi dans votre personnalité. Si jeu il y a, c'est jeu J-E-U ou J-E? C'est plutôt jeu, parce qu'on a la chance de produire différents spectacles. Donc ça compose un peu une saga depuis une vingtaine d'années, où je suis devenu metteur en scène et effectivement inventeur de spectacles. Et un jeu qui déjoue quoi? Les pièces partent souvent d'un point de départ lié aux relations, on pourrait dire généralement de l'homme et de la nature, ou effectivement d'un monde un petit peu incertain que l'on traverse. Et de pièce en pièce, le point de départ est différent, parce que effectivement cette semaine on est à Pompidou avec des pianos esselés et des lanternes magiques, et puis effectivement on a l'opportunité de représenter cette pièce de Gustave Mahler la semaine prochaine. Je parlais de jeu, mais il y a aussi peut-être chez vous une forme de distance. Je ne sais pas si c'est de la distance ou si c'est du second degré. Est-ce que ça vous protège de quelque chose, soit cette distance, soit ce second degré? Est-ce que vous comprenez? Je pense surtout, j'essaie de faire un théâtre qui montre souvent des communautés en train de fabriquer, en train d'inventer, en train d'essayer, de rater, de recommencer. Je dirais souvent la position du public que je recherche, c'est celle du public qui aurait une forme d'empathie pour des personnes sur un plateau, ou des êtres, ou cette fois des pianos qui sont sur scène, comme un peu des regards en coulisses, ou les façons de montrer sur le plateau des éléments d'un théâtre en kit que peut-être, je l'espère, le spectateur pourrait avoir envie de recomposer chez lui, ou bien d'appartenir à nos mondes qui semblent, en tout cas sur scène, des mondes possibles et habitables. Le théâtre, pour vous, il commence par la scénographie, la construction d'un espace, d'un terrain de jeu, d'abord pour des metteurs en scène comme Philippe Mignana dans les années 90, l'actrice et metteuse en scène disparue Florence Giorgetti ou Robert Cantarella. Qu'est-ce que vous avez appris à leur côté? Et comment on pourrait décrire leur travail? Oui, c'était passionnant sortant des écoles d'art, de commencer un travail de scénographe aussi pour des chorégraphes ou des concerts. Et effectivement, une aventure théâtrale dans cette position du scénographe qui apporte des idées de décors, de lumière, d'espace pour des pièces, effectivement, à partir de textes. J'ai aussi eu la chance de rencontrer Michel Vénavert sur Les Travaux et les Jours, ou de travailler sur une pièce de Shakespeare avec Markovitch qui avait fait une traduction. C'était assez formidable, c'est-à-dire que c'est un espace de jeu, et puis une position plus en retrait, à l'écoute aussi des interprètes, des comédiens, et ça a été 10 ans, et puis ensuite j'ai eu envie d'inventer mes propres fables. Je me retrouvais peut-être moins dans les thèmes de certaines pièces, et puis j'avais envie de me lancer à l'aventure aussi de l'écriture. Et comment vous vient un décor, une scénographie? En fait, certaines pièces partent vraiment d'une intuition plutôt liée à un thème que l'on va explorer avec les interprètes. Souvent, l'espace de jeu arrive assez tard. C'est pas le cas de Fantasmagoria, puisque effectivement, j'avais rêvé d'une pièce sans interprète humain, avec beaucoup de fantômes, de squelettes. Des projections, des pianos, des squelettes et des voix, mais pas de...
C'est ça, donc ça dépend des projets. Il y a des fois l'espace scénographique est vraiment le point de départ, comme Cosmic Drama, que j'ai aussi présenté cette année, une pièce de, on pourrait dire, de science-fiction avec Ouais, des roches et on va dire, ouais. des astéroïdes un petit peu dépressifs qui hésitent entre le devenir météorite ou bien le fait de rester sur un plateau de théâtre. Donc les points de départ sont multiples, mais la scénographie, elle est très importante. Elle détermine aussi un espace, je pourrais dire presque émotionnel, avec des objets, des matériaux, et je pourrais presque parler parfois de tableaux vivants. Euh, J'aime aussi que les spectacles deviennent une sorte de fabrique de paysages ou une sensation de pouvoir les conserver en photographie. Ça peut paraître étrange, mais je pense que c'est aussi très souvent ce qui reste du théâtre, des images. Si on se transmet beaucoup l'histoire de l'art théâtral par les textes, bien sûr, mais aussi par l'imagerie. Et plus particulièrement dans les années qu'on a traversées, ça me fascinait, disons. Et ces 3 pièces sont nées aussi dans un moment, ont été écrites dans ce qu'on a appelé, pas si longtemps, la pandémie. Et c'était cet état de flottement un peu d'une société qui savait effectivement pas très bien où elle allait. Et j'ai créé cette pièce, notamment Fantasmagoria, dans ce moment-là. Vous le disiez, vous avez décidé de vous lancer dans la conception de vos propres pièces. Ça, ce sera au début des années 2000. La première, c'est La démangeaison des ailes. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer, ou pourquoi des ailes vous ont poussé à ce moment-là? Il y a un moment précis? Oui, d'ailleurs, c'est aussi une histoire d'envol et de chute, parce que c'était l'idée de s'aventurer dans un premier spectacle, vraiment de manière... en laissant vraiment venir le songe, la rêverie. J'avais d'ailleurs pas du tout imaginé vraiment en faire ce métier. Et on se réunissait dans un appartement tous les week-ends avec des amis, à lire des fragments de texte, à essayer de s'envoler en sautant d'un tabouret, à inviter des plasticiens. Et la pièce s'est constituée de fragments. En 2003, c'était. Et la démangeaison des ailes était un terme qui vient de Platon, mais qui est aussi très sincèrement le jeu de mots avec le fait de s'envoler, de prendre en charge aussi j'allais dire son destin d'artiste, et puis arriver à franchir ce pas de l'écriture. Il faut sauter un moment, oui. C'est ça. Donc la pièce a été par chance très diffusée et intéressée des théâtres en France et puis à l'étranger. J'ai pu constituer un groupe d'acteurs et de collaborateurs qui me suivent encore Ce aujourd'hui. Vivarium Studio. C'est ça. C'est ça. C'était un jeu de mots, Vivarium Studio, qui est le nom de la compagnie, sur l'apparition des home studios à cette époque, le fait que des gens de la musique et du cinéma arrivaient à être très indépendants par rapport à du matériel pour travailler à la maison. Et j'aimais bien cette analogie avec certains réseaux d'art qui arrivaient à devenir de plus en plus autonomes, notamment dans le film expérimental, dans la musique ou dans un certain cinéma. Et puis en plus, voilà, les aventures des spectacles se sont enchaînées et j'ai pu vivre avec ce groupe. Et puis aujourd'hui, ça a constitué une sorte de répertoire de spectacles. Vous parlez cinéma, c'est un peu ce qu'on voit dans votre pièce Cosmic Drama dont vous parlez, inspirée peut-être par le cinéma, par la science-fiction, une pièce qui commence d'ailleurs comme une super production hollywoodienne, pièce agrémentée de musique, une sorte de space opéra, un opéra spatial qui nous emmène donc aux confins de l'univers où des spationautes tentent de communiquer avec des météorites au cœur gros comme ça, des grosses pierres qui écoutent des classiques comme Blue Moon d'Elvis Presley. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Without love of my own.
issu de la bande originale de votre pièce Cosmic Drama. Est-ce que vous êtes un fan de cinéma, Philippe Ken? J'aime tous les arts, mais le cinéma, j'ai l'impression que je l'utilise beaucoup à travers ses musiques et la dimension soit nostalgique, soit mélancolique, soit héroïque qu'apportent les bandes son des spectacles. Là, effectivement, c'est un moment où l'équipage atterrit sur le plateau d'un théâtre pour découvrir ce jardin de pierre pas très en forme, si on peut dire. Et la bande originale, comme vous dites, est importante dans les pièces. Elle fait aussi partie de l'espace. Elle apporte souvent aussi sa poésie par les paroles des chanteurs ou des musiques utilisées. Et je pense aussi, ce sont souvent des communautés qui mènent des aventures dérisoires, on pourrait dire. Et la musique, notamment hollywoodienne, pour moi, vient valider l'héroïsme ou la foi dans certaines situations, même les plus absurdes, parce que ce petit équipage qui vient réenchanter des astéroïdes, on pourrait dire, est une mission assez dérisoire. Mais la musique, notamment d'aventure, ou la musique venue beaucoup du cinéma hollywoodien dans cette pièce, donne un peu une foi dans des quêtes utopiques et effectivement joyeuses. Vous qui vous semblez vous intéresser quand même au vivant, à la nature, peut-être à une issue d'effondrement qu'on nous prédit. Comment déjà vous attendez cet effondrement? Et est-ce que c'est aux confins du monde qu'il va falloir le vivre, cet effondrement? Est-ce qu'il va falloir migrer? Est-ce que ça fait pas plutôt partie du destin de l'humain de constater l'effondrement depuis les hommes préhistoriques jusqu'à nos sociétés? Je suis pas sûr que ça soit si différent. Il y a toujours eu besoin d'imaginer ou en tout cas on vit tous avec un futur incertain. Certains sont plus dans le passé et d'autres imaginent des mondes à venir. Moi, j'essaye assez modestement de parler de fables qui mettraient, disons, en scène des espèces, parce qu'il n'y a pas toujours eu que des humains, il y a eu aussi un chien, des taupes, Ouais. un animal empaillé, et puis aujourd'hui des pianos, une communauté de pianos ou de pierres. J'essaie d'utiliser le théâtre comme un endroit possible pour se raconter d'autres mondes habitables, d'autres chemins. Et j'ai l'impression, depuis quelques temps, c'est pas nouveau, mais la fiction ou les arts ont souvent expliqué des voies possibles qui sont pas toujours empruntées dans la vraie vie, si on peut dire. Mais La science-fiction aussi d'ailleurs, oui, j'aime bien aussi le mot de l'anticipation, c'est-à-dire qu'il y a, il y a beaucoup aussi chez des auteurs d'anticipation des principes presque de vie ou d'alerte sur ce que notre planète traverse. Et c'est vrai que je me reconnais dans cette littérature-là qui a souvent, des années, voire des siècles auparavant, annoncé le monde dans lequel l'humain vivra. Vous avez des auteurs, des autrices à nous conseiller, tiens d'ailleurs? Et je pensais surtout, il y a depuis la nuit des temps des textes fantastiques, mais même là, en replongeant dans ces fantasmagories et ce qu'a pu écrire Robertson, à chaque fois, je me reconnais dans des gens du passé, ou évidemment des auteurs comme Orwell, ou des gens qui ont écrit sur la science-fiction. Je crois que c'est Alain Dorémieux qui est un grand penseur de l'histoire de la SF, qui avait expliqué qu'il fallait vraiment, pour envisager le monde futur, y croire. Et le monde que l'on crée aujourd'hui est celui que l'on vivra demain. Donc c'est des gens qui ont souvent, dans les ouvrages ou dans leurs essais, décrit la planète. Et là, je me sens aussi très proche, depuis quelques années, effectivement, d'une génération de penseurs, de philosophes qui, je trouve, qui nourrissent extrêmement les arts, enfin, de Bruno Latour à Emmanuel Ecoccia ou Marielle Massé. Enfin, il y a beaucoup d'inspirations ces années qu'on a traversées viennent aussi de poètes, mais de gens de l'anthropocène, comme on dit plus généralement, mais de philosophes qui nous décrivent aussi très bien le monde et des mondes habitables, et je dirais une matière incroyable pour des artistes aujourd'hui. L'effondrement, la fin de toute chose, c'est aussi ce qu'on appelle la mort. C'est le thème de votre pièce Fantasmagoria, à voir jusqu'à dimanche au Centre Pompidou, où dans votre monde survivront peut-être ces zombies squelettes, ces pianos qui jouent tout seuls, qui jouent une sorte d'oraison funèbre. Est-ce que c'est ça, c'est une oraison funèbre à notre humanité peut-être? Philippe Ken? On peut le voir comme ça. Moi, je vois une famille de pianos plutôt abandonnés, contents d'être sur scène. Cette scénographie est constituée de pianos mécaniques en partie, qui sont du coup activés par une composition de Pierre Desprats, qui est le musicien qui a composé la partition de Fantasmagoria.
Et puis, il y a des détritus, il y a cette idée que j'aime beaucoup dans les espaces et dans les scénographies que j'essaie de produire sur le plateau, des déchets ou des objets inanimés ou abandonnés. Et, euh, et je ne sais pas si Funéraire, je le vois vraiment plus comme une sorte de chance pour ces pianos d'avoir le droit de vivre sur un plateau. Même ceux qui jouent pas ont une espérance d'être dans un moment de gloire parce qu'ils s'envolent sur scène ou qu'un peu de fumée métaphorique vient les traverser. Donc j'utilise souvent le plateau de théâtre pour donner vie à des objets, des matériaux, des animaux, des acteurs. Je pense qu'on a cette chance de faire du théâtre qui est cet art un peu particulier avec en plus l'habitude de convoquer la mort, les spectres, qui est un peu un art depuis longtemps très propice à la convocation de l'au-delà. N'importe quel objet est une forme de renard ou d'animal possible. Un renard est une forme de globe. Le globe est une forme de compréhension. Le centre d'un problème n'est plus le problème. J'invente un petit appareil qui mesure la peur. Je ne suis pas capable d'inventer un petit appareil pour mesurer la peur. J'ai peur. C'est un extrait de votre pièce Fantasmagoria à voir au Centre Pompidou jusqu'à dimanche avec la musique de Pierre Desprats. Qu'est-ce qu'on entend, Philippe Ken, là ? Là, on entend effectivement un moment vers la fin du spectacle où un certain type d'esprit s'envole, des squelettes sortent de pianos orangés avec quelques flammes. Et le moment que l'on entend sont des textes extraits d'un recueil de poésie de Laura Vasquez que j'ai découvert par hasard pendant qu'on créait, qui s'appelle « Vous êtes de moins en moins réel » et qui sont des fragments poétiques que j'ai utilisés lus par Isabelle Prime, qui est une réalisatrice et artiste dont la voix a beaucoup été inspirante pour la création, qui sort délicatement des pianos, et parce que dans la pièce il y a deux personnes un peu coincées dans ces objets, qui sont aussi Helg, un musicien belge qui crie de temps en temps. Donc ces voix m'ont aussi accompagné dans la création. Et le spectateur est plongé à ce moment-là dans une sorte de nébuleuse orangée avec une possibilité, je dirais, pour les esprits de s'envoler et de partir sans doute vers un monde idéal. C'est comme ça que je vois la séquence. Effondrement ou pas, vous continuez à faire du théâtre et à diriger des scènes théâtrales comme la Ménagerie de Verre à Paris, après avoir dirigé le théâtre Nanterre-Amandier de 2014 à 2020. Quel va être l'enjeu à la Ménagerie de Verre, Philippe Ken ? Oui, c'est une toute autre aventure en parallèle du travail. Moi, j'aime aussi inviter des artistes et composer ce qu'on appelle des saisons. Et donc j'ai pris un peu la responsabilité suite au décès de Marie-Thérèse Allier, d'ailleurs un décès qui a habité beaucoup mon année, pour parler de mort, comme vous disiez. Quelqu'un qui m'était très cher, qui est disparu à 91 ans et qui m'a demandé, avant de disparaître, de peut-être prendre la responsabilité de la Ménagerie de Verre, qui est un lieu plutôt de l'émergence, un lieu ouvert au monde chorégraphique, qui a été un endroit aussi de découverte de beaucoup de jeunes artistes. Donc je me lance dans l'aventure pour quelques années en parallèle de mon travail. Et on va d'ailleurs ouvrir la nouvelle période avec une sorte de parcours, exposition de Jean-Luc Godard, d'images. Disparu lui aussi cette année. Oui, c'est aussi à 91 ans d'ailleurs. C'était un projet qu'avait souhaité Marie-Thérèse Allier avant là pour cette année, qui est à l'aube aussi des 40 ans de la Ménagerie de Verre. Et avec la petite équipe autour de Godard, Jean-Paul Battaglia et Fabrice Aragno, qui ont pensé et conçu ce parcours qui va permettre de se promener dans toute la Ménagerie de Verre et de circuler à travers un kaléidoscope, des fragments d'images des 5 derniers films que Godard avait tournés, réalisés, montés.
La Ménagerie de Verre, c'est une salle très différente de Nanterre à Mondier. À quel point sont différentes ces deux salles? Ah oui, Qu'on c'est une comprenne salle bien. complètement atypique qui a été ouverte dans une ancienne imprimerie au cœur du 11e arrondissement il y a 40 ans et dans lequel j'ai eu la chance de faire mes premières pièces avec un lieu extrêmement particulier, peint en blanc, très bas de plafond, qui évidemment nourrit l'esthétique, qui a beaucoup été un endroit pour ce qu'on a appelé la non-danse, où des chorégraphes comme Xavier Leroy, Jérôme Bel ont produit aussi des pièces sans doute extrêmement spécifiques liées à ce sol en béton, à cette distance avec les spectateurs, et ça a été un lieu très important pour une certaine esthétique de la danse dans les années 90, 80 et même 2000, où Claude Régis a aussi, du côté théâtre, réinvesti cet endroit pour y produire des spectacles extrêmement particuliers, cadrés, panoramiques. Donc c'est un endroit qui encore aujourd'hui est très atypique par rapport à son volume et son architecture. Et donc, nouvelle aventure à la Ménagerie de Verre. Quel bilan vous tirez de votre règne à Nanterre Je ne sais pas si ce c'est week-end, le règne, c'est de un grand mot. 2014 à 2020? Ben, c'était une aventure formidable en fait d'avoir un lieu comme ça propice à, j'allais dire presque utopique, même si là il est en travaux, qui a permis d'inviter des croisements entre les arts, des cinéastes, et moi des souvenirs aussi mémorables de gens qui ont créé, quoi. Je dirais que tout simplement les pièces qui ont pu être faites, de Gisèle Vienne à Pichatpong vers Acetacool, ou des spectacles assez incroyables de Joël Pomera ou de plein de monde, étaient assez extraordinaires comme artistes, de ne pas se sentir seul, de côtoyer ses contemporains, d'être inspiré par les autres et d'avoir un endroit aussi de travail, d'échange, de production. Donc c'est aussi des théâtres dans le milieu du spectacle vivant qu'on peut emprunter comme ça quelques années. C'est pour ça que je ne parlerai pas de règne, mais plutôt de passage. Ouais. Et ça a été comme ça une aventure effectivement intense de 7 ans. Et aussi sur les croisements avec la pensée, avec des gens des sciences humaines qui ont beaucoup aussi compté dans l'histoire des Amandiers, ou des chorégraphes qui ont produit aussi des pièces de grand plateau. Enfin voilà, on pourrait, bien sûr, je suis très heureux que ça ait laissé un beau souvenir aux spectateurs. Mais c'était une dimension qui effectivement nourrit aussi mon propre travail de côtoyer les autres. Quelle relation vous entretenez justement avec vos spectateurs et spectatrices? Ah bah, les relations au théâtre, elles sont fortes puisque les gens sont assis et vous ressentez immédiatement les réactions. Je ne sais pas très bien le décrire. Moi, je crois que je fais du théâtre, disons, comme si j'étais moi-même assis dans un fauteuil. En tout cas, l'envie dans les années 2000 de faire des spectacles est venue de ce que j'avais envie de voir. Je me ressens comme occupant aussi une place dans la salle, dans un fauteuil. Et j'espère, disons, qu'avec nos fables un peu comme ça, dérisoires, on pourrait dire, s'établit une sorte d'empathie entre le spectateur et ce qui se passe sur le plateau. Puisque je n'utilise pas du tout les tensions dramatiques liées à la tragédie, au meurtre, à la trahison, à la sexualité. Et ça opère beaucoup plus sur une sorte de, comme je disais au début, de complicité, d'avoir envie d'appartenir à cet univers et d'habiter, je dirais, presque sur scène. Moi, j'aime bien quand un spectateur me dit qu'il a envie de participer, ou que hier des enfants sont venus voir les pianos abandonnés en les trouvant magiques alors que ce sont des sortes de poubelles de pianos. Ça m'émeut beaucoup d'entendre ce type de commentaires. Voilà. Mais c'est difficile de savoir pourquoi on fait du théâtre et pourquoi on ne fait pas d'autres choses. Voilà, en tout cas. France Culture, bienvenue au club Sébastien Thème. A star
answer a call in his own special way. He is gentle and kind, operation he hates, love in his eyes. My heart skips a beat when I'm by his side. He's a spacer, a star chaser, a spacer. He's a spacer, a star chaser, a spacer. In our galaxy, you can trust everyone that you meet. I'm so lucky, he's the only one I'll ever need. He will blast off tonight. He puts his life on the line every time he's in flight. And then you can trace that our love will last beyond time and space. He's a spacer, a star chaser, a spacer. He's a spacer, a star chaser, a spacer. C'était Spacer de l'icône yéyé Sheila, un tube radioactif de 1979, écrit et composé par Nile Rodgers et issu de l'album King of the World. Sheila est actuellement en tournée dans toute la France et s'arrêtera notamment à la salle Pleyel le 12 novembre prochain. Philippe Ken, on était tout à l'heure un peu dans vos oreilles, Elvis Presley, mais Gustave Mahler aussi. Je ne sais pas s'il y a du Sheila dans vos oreilles. Non, je précise que Sheila ne fait pas du tout partie de la bande-son des spectacles. Encore raté. Ouais. Et donc ce Gustave Mahler et ce Chant de la Terre que vous mettez donc en scène à partir du 9 et 10 novembre. C'est ça, au Châtelet. c'est une pièce de la fin de la vie de Mahler qui a été composée en 1907. On pourrait même dire que c'est un opéra de chambre, puisque c'est plutôt la version réarrangée par Schoenberg que l'on va entendre donc la semaine prochaine. Parfait, on y sera alors. Merci Philippe Ken, pardon, on est très en retard. Fantasmagoria, c'est à voir au Centre Pompidou jusqu'à dimanche. Et votre opéra de Gustave Mahler, pardon, le Chant de la Terre, ça c'est 9 et 10 novembre au Châtelet. Bienvenue au club. C'est fini pour aujourd'hui. Lundi, vous retrouverez Olivia Gesbert qui reçoit Benoît Magimel. France Culture. L'esprit d'ouverture.